Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée publique d'information et d'échanges virtuels. Mon nom est Isabelle Brisset-Desneaux, je suis conseillère en consultation publique et participation citoyenne à la Ville de Laval et je vais animer la rencontre. Nous sommes réunis ce soir pour vous présenter le projet de règlement SADR-1.5 édictant un programme particulier d'urbanisme pour le secteur de la gare Sainte-Rose. Ce soir, nous sommes accompagnés de 3 élus du conseil municipal de la Ville de Laval, nommés comme représentants du maire pour assister à cette séance. Il s'agit de M. Stéphane Boyer, maire suppléant, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay-Pontvillot, de M. Daniel Hébert, conseiller municipal de Marigot, et enfin de Mme Virginie Dufour, membre du comité exécutif et conseillère municipale de Sainte-Rose. J'aimerais également souligner la présence de Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier, conseillère municipale d'Auteuil. J'inviterai d'ailleurs dès maintenant Mesdames Dufour et Frédéric-Gauthier à vous souhaiter la bienvenue. Madame Dufour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Parfait, merci. Donc, bonsoir, citoyennes et citoyens de Sainte-Rose, d'Auteuil, commerçants, partenaires. Nous vous remercions de vous joindre à nous ce soir. Nous assistons ensemble à une étape charnière, soit la consultation publique sur le projet de programme particulier d'urbanisme de la gare Sainte-Rose. On va l'appeler plus communément PPU Sainte-Rose. Et j'insiste sur le mot « projet », parce que ce n'est pas encore terminé, ce n'est pas final, c'est un projet, on est ici pour vous entendre. Le PPU de la gare Sainte-Rose suit les lignes directrices du schéma d'aménagement et de développement du territoire révisé de Laval, soit la volonté d'avoir des milieux de vie durables, d'offrir un équilibre entre la vie urbaine et le patrimoine naturel, et aussi avoir un équilibre en matière de densité, de mixité et de convivialité. Avec le PPU de la gare Sainte-Rose, la Ville propose une convergence des différents modes de transport, un milieu de vie à échelle humaine, l'harmonie entre les différentes époques historiques qui définissent Sainte-Rose, parce que Sainte-Rose a beaucoup d'histoire, une densification graduelle, une mise en valeur des services de proximité et des commerces, de même que des parcs et des espaces publics répartis équitablement dans le territoire visé. Le secteur de la gare de Sainte-Rose sera à votre image et sera planifié en respect de vos aspirations. Maintenant, je cède la parole à ma collègue, Mme Gauthier. Merci, Mme Dufour. Bonsoir, résidents de Sainte-Rose et d'Auteuil. La planification du secteur de la gare de Sainte-Rose est un moment important ce soir. Je vous remercie aussi d'avoir participé activement à la démarche de consultation qui a commencé en 2019. Le PPU sera le résultat d'une démarche collective. Lors des étapes précédentes de consultation, des citoyens, des commerçants, tout comme des jeunes du secondaire ont participé. Nous en sommes maintenant à la dernière étape, celle de la consultation publique prévue par la loi. Ce projet vise à transformer graduellement le secteur grâce à une vision commune et cohérente. La planification du secteur permettra de répondre aux besoins de la population. D'ailleurs, elle suit notre vision Laval 2035, qui est urbaine de nature, selon laquelle tous peuvent s'épanouir dans un milieu de vie à échelle humaine. Nous vous remercions ainsi donc, encore une fois, de votre implication dans la transformation de notre milieu de vie et du secteur de la gare Sainte-Rose. Ainsi, je laisse maintenant nos experts vous présenter en détail le projet de PPU de la gare Sainte-Rose. Merci et bonne soirée. Merci, Mesdames Dufour et Frédéric-Gauthier. Donc, on va poursuivre avec les objectifs de la rencontre. Donc, ce soir, ce qu'on souhaite faire, c'est premièrement vous présenter le projet de programme particulier d'urbanisme Gare Sainte-Rose. Ensuite, de répondre aux questions de compréhension, de vous présenter les modalités de participation à la consultation publique et finalement, de vous informer des prochaines étapes du projet. Plus précisément, la rencontre d'aujourd'hui va avoir lieu en 2 temps, donc une présentation d'une durée d'environ 50 minutes pour la première partie de la rencontre.
Pour cette présentation, je serai accompagnée de ma collègue Geneviève Elie, conseillère professionnelle au service de l'urbanisme de la Ville de Laval, et aussi de Guillaume Gilbert, urbaniste et vice-président d'Apur, qui est la firme qui nous accompagne dans l'élaboration du PPU. On va prendre le reste de la rencontre ensuite pour la période de questions. Donc, il y a environ 60 minutes qui sera dédiée pour les questions. Quelques précisions techniques avant de poursuivre. On vous demandait tout au long de la rencontre, pour assurer le bon déroulement, de maintenir votre caméra éteinte, d'inscrire votre prénom et votre nom comme identifiant, et finalement, lors de la période de questions, d'utiliser l'outil de lever la main pour prendre la parole et pour poser votre question oralement. Sachez que la rencontre de ce soir est enregistrée et sera accessible dès demain sur la page du projet de la plateforme repensonslaval.ca. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Geneviève Elie pour vous présenter le contexte. Merci Isabelle. Bonsoir à tous et merci pour votre présence ce soir. Je vais commencer par faire un bref rappel du contexte dans lequel s'est inscrite la démarche de planification de la gare Sainte-Rose. Alors, les principales étapes réalisées jusqu'à maintenant, on a amorcé la démarche de planification du secteur de la gare au début de 2019. On a commencé par procéder à une étude du territoire avec l'élaboration d'un diagnostic qui a été mis en ligne en juin 2019 sur le site de Repensons Laval. Il y a eu ensuite une première phase de consultation en juin 2019, au cours de laquelle on a présenté les grandes intentions d'aménagement proposées pour le secteur de la gare Sainte-Rose, avec la tenue d'ateliers participatifs et d'une consultation en ligne. Et on a également tenu des rencontres avec les commerçants et les étudiants du secteur. En septembre 2020, on a eu la deuxième phase de consultation publique, au cours de laquelle on a présenté un concept d'aménagement préliminaire, d'abord en rencontre virtuelle avec les promoteurs du secteur du PPU, puis au cours d'une soirée d'information et d'échange, et aussi par le biais d'une consultation en ligne. Le projet de PPU Gare Sainte-Rose a été adopté par le conseil municipal le 13 avril dernier. On est maintenant rendu à l'étape de la consultation publique et on vient donc vous présenter ce soir le projet de PPU pour le secteur de la Gare Sainte-Rose. Ensuite, on va procéder à l'analyse des mémoires qui seront déposées dans le cadre de la consultation publique pour apporter des ajustements au projet de PPU à la lumière des commentaires qui auront été émis. Et par la suite, ce sera l'adoption de la version finale du PPU. Qu'est-ce qu'un programme particulier d'urbanisme ou PPU? C'est un document de planification élaboré par la municipalité pour planifier de façon plus détaillée certains secteurs particuliers de son territoire, comme celui de la gare Sainte-Rose. C'est un outil légal auquel la réglementation d'urbanisme, en fait le nouveau code de l'urbanisme, devra se conformer. Un PPU définit une vision d'aménagement et vient mettre en place des balises pour encadrer la transformation du secteur en un milieu de vie de qualité. Il sert également à planifier les interventions de la ville et aussi à mieux encadrer les projets immobiliers. Le contenu du projet de PPU. En fait, le document du PPU comprend 3 parties. La première présente le contexte dans lequel s'inscrit la démarche de planification du secteur de la gare Sainte-Rose. On présente, entre autres, le territoire visé par le PPU, sa délimitation. On montre aussi quelques photos aériennes pour mieux comprendre l'évolution du développement du territoire d'application. On présente également les principaux enjeux du territoire du PPU, puis on termine par un résumé des attentes citoyennes issues des consultations publiques qui ont été tenues en juin 2019 et en septembre 2020, septembre dernier. La deuxième partie du document expose la vision d'aménagement proposée qui va orienter la planification et le développement du secteur de la gare. Donc, on présente un énoncé de vision, les orientations et objectifs du milieu, un concept d'organisation spatiale et des propositions d'aménagement pour le territoire visé par le PPU. La troisième partie traite des principaux éléments de mise en œuvre qui vont permettre de concrétiser le développement du secteur de la gare Sainte-Rose selon la vision qui est proposée par le PPU. On commence par présenter le cadre réglementaire qui devrait être traduit dans la réglementation d'urbanisme, donc les affectations du sol, les usages, les hauteurs maximales des bâtiments, les mesures relatives à un encadrement qualitatif des nouveaux projets immobiliers,
les outils aussi pour mettre en place une trame de rue structurante nécessaire au développement du secteur. Et à la fin, on présente un plan d'action des principales interventions structurantes prévues. Le secteur visé par le PPU est situé à la jonction des quartiers Sainte-Rose et d'Auteuil. Il est délimité au nord par la rivière des Mille-Îles, au sud par le chemin de l'Équerre, puis s'étend vers l'est et vers l'ouest sur une distance d'1 kilomètre de part et d'autre de la gare Sainte-Rose. La gare Sainte-Rose, en fait, qui est située au cœur même du territoire du PPU. Le secteur comprend un milieu résidentiel majoritairement de faible densité et une école secondaire, l'école Horizon Jeunesse. On y retrouve également le bois d'Auteuil au nord, une partie du bois de l'Équerre au sud et aussi plusieurs terrains en friche et certains encore occupés à des fins agricoles. Les principaux axes routiers qui desservent le territoire du PPU sont l'avenue des Terrasses, le boulevard Sainte-Rose-Est, le boulevard de la Renaissance et le chemin de l'Équerre. Alors, je passe maintenant la parole à mon collègue Guillaume qui va vous présenter la vision d'aménagement proposée pour le territoire du PPU. Merci bien, Geneviève. À prime abord, j'aimerais remercier la Ville de Laval de nous avoir permis de travailler avec eux là, sur l'élaboration de cette planification hyper inspirante là, pour le secteur Sainte-Rose et d'Auteuil. En fait, pour mener de l'avant les aspirations d'aménagement, à prime abord, on a défini une vision pour le territoire du PPU. La vision, en fait, c'est un énoncé à grande échelle qui permet de projeter le territoire dans l'avenir et d'évoquer ce que pourrait être à terme l'esprit du lieu. C'est une vision qui oriente ainsi le développement à venir et les futurs aménagements. Elle se résume en fait, la vision qu'on s'est donnée plutôt, vise à atteindre d'ici 2040, soit que le secteur de la gare Sainte-Rose se développe avec la mise en place de milieux de vie attrayants, dynamiques et complets, articulés autour de la gare où les déplacements actifs et collectifs sont mis de l'avant. D'ailleurs, la forte présence de la nature est préservée, mise en valeur et déployée à travers le territoire par des corridors verts continus, liant entre eux les parcs, les grands bois et la rivière des Mille-Îles, tout en intégrant les quartiers qu'ils traversent. Les milieux de vie, en fait, s'inspirent du passé agricole et intègrent l'agriculture urbaine tant dans les espaces publics que privés. À terme, le quartier sera reconnu comme pour être en harmonie avec la nature. Pour atteindre cette vision, en fait, on s'est doté de 4 grandes orientations. En premier lieu, un pôle multifonctionnel et rassembleur autour de la gare. Deuxièmement, une trame urbaine connectée et une mobilité améliorée. Une trame verte et bleue préservée et valorisée. Et finalement, des milieux de vie distinctifs, durables et complets. Ces orientations découlent découlent des objectifs et des propositions d'aménagement qu'on va vous présenter dans les prochaines diapositives. À prime abord, comment concrétiser un pôle civique multifonctionnel et rassembleur autour de la gare? C'est en poursuivant 7 grands objectifs, donc créer une place publique attrayante et rassembleuse à proximité de la gare, intensifier les fonctions culturelles, récréatives, commerciales et économiques, diversifier les typologies de bâtiments et offrir une mixité de fonctions, encourager la venue d'organismes communautaires et associatifs, finalement, prévoir des aménagements du domaine public adaptés aux besoins générés par un quartier plus dense et compact. Optimiser l'occupation du sol, du stationnement incitatif de la gare et, finalement, redonner à la gare son rôle structurant en l'ancrant dans un bâtiment multifonctionnel. Pour ce qui est de la deuxième orientation, voici les objectifs ayant trait à la mobilité et la perméabilité de la trame urbaine. Donc, comme premier objectif, on a élaboré une trame urbaine améliorant la configuration des rues existantes et en multipliant les liaisons, aménager des rues complètes adaptées à tous les modes de déplacement, créer un réseau de rues favorisant le déploiement du transport en commun, sécuriser et rendre plus conviviaux les déplacements des piétons et des cyclistes sur l'ensemble du secteur, créer des cheminements piétons accessibles à l'année, rejoignant l'ensemble des quartiers centraux
l'ensemble des quartiers, jusqu'aux abords de la gare. Augmenter la perméabilité de la voie ferrée en créant de nouveaux points de passage pour piétons et cyclistes. Développer un réseau cyclable complet par l'ajout de connexions est-ouest et nord-sud et d'équipements pour les cyclistes. Et finalement, favoriser une utilisation 4 saisons du réseau cyclable et de ses équipements. Pour ce qui a trait à la troisième orientation, voici les différents objectifs déployés afin de déployer une réelle trame verte et bleue. Donc, préserver les milieux naturels et mettre en valeur les paysages, les bois d'intérêt et les milieux humides. Améliorer l'accessibilité aux berges et aux bois d'Auteuil et de l'Équerre qui se retrouvent à l'intérieur de notre territoire en respect de leur capacité de support. Assurer la continuité écologique entre les milieux naturels préservés, contribuant ainsi au renforcement de la trame verte et bleue. Densifier et rendre plus compact le développement afin de permettre la préservation du couvert végétal tout en priorisant le développement des sites vacants et du dépôt à neige, qui est en fait un équipement assez important au cœur de notre territoire. Planifier un réseau de parcs et d'espaces verts intégrés à la trame verte et bleue et aménager, bien entendu, le parc Arthur-Lessard en tenant compte des besoins du milieu, un projet aussi très structurant là, au cœur du PPU de la gare Sainte-Rose. Pour ce qui est finalement de la quatrième orientation, nous visons à créer des milieux de vie inusités, en harmonie avec la nature et conçus pour tous. Et voici les objectifs qui en découlent. Donc, développer des milieux de vie compacts et complets en respect des milieux de vie établis. Comme on le sait, on retrouve plusieurs secteurs déjà existants, différents milieux de vie déjà bien établis. On se devait bien sûr de développer un projet en harmonie avec ces milieux de vie-là. Diversifier l'offre commerciale, alimentaire et des produits de nécessité couvrant les besoins quotidiens des résidents du quartier. Assurer une mixité des usages dans les bâtiments et sur rue. Favoriser la construction de logements sociaux et abordables, planifier l'intégration d'une nouvelle école pouvant desservir l'ensemble des nouveaux quartiers résidentiels, améliorer l'accessibilité des aînés et des personnes à mobilité réduite tant dans les espaces publics qu'à l'intérieur des bâtiments, favoriser la réalisation de projets intégrant l'agriculture urbaine et finalement, comme dernier objectif pour l'orientation 4, introduire des standards environnementaux et de performance énergétique des nouveaux bâtiments. Donc, en fait, la vision, les orientations et les objectifs, on les a par la suite transposés sur le territoire et nous avons ainsi pu élaborer des propositions d'aménagement qui traduisent ces intentions. Donc, de façon générale, la proposition d'aménagement converge autour du pôle que constitue la gare Sainte-Rose. Ainsi, le développement et le redéveloppement se font de manière plus ou moins concentrique en s'intensifiant vers ce fameux noyau, ce fameux pôle de la gare Sainte-Rose, tout en préservant, bien entendu, une échelle humaine et respectueuse du contexte urbain et des milieux de vie qui existent. Les quartiers agro-urbains, eux, concordent en fait avec les zones d'aménagement écologique particulières qui ont été identifiées au schéma d'aménagement de Laval et visent à s'inspirer du caractère agricole du secteur pour la création de réels milieux de vie ancrés au sein d'un environnement conçu pour la pratique d'activités maraîchères et agricoles de petite échelle. Ces quartiers se retrouvent aux extrémités nord et sud du secteur d'intervention, comme vous pouvez le voir là, en orange sur le plan. Les quartiers durables sont, quant à eux, des secteurs de développement et de redéveloppement à prédominance résidentielle qui sont caractérisés par une mise en valeur des milieux naturels existants ou encore par un verdissement généreux des emprises publiques, des cours privés et voire même des bâtiments. À noter que les développements sont articulés en retrait du bois d'Auteuil qu'on retrouve au nord du secteur et de la partie nord du bois de l'Équerre, donc au sud du secteur, et sont pénétrés par divers corridors écologiques et espaces verts, notamment
le parc Arthur Lessard. Donc, pour vous expliquer un peu plus les ambiances recherchées là, selon les différents types de quartiers, voici le détail du pôle de la gare. Donc, le pôle multifonctionnel de la gare se veut vraiment un secteur où bon nombre d'activités convergent. À titre indicatif, on y retrouve bien entendu la gare Sainte-Rose, qui est réellement le noyau de cette fameuse aire TOD que constitue le PPU. On y retrouve aussi une place publique d'envergure là, à proximité de la gare Sainte-Rose, un éventuel terminus intermodal. Des bâtiments multifonctionnels pouvant accueillir des logements, des commerces de proximité, de restauration, de divertissement, des équipements institutionnels, des bureaux, etc. et l'aboutissement de divers sentiers multifonctionnels. Donc, ici, en fait, on voit une perspective de ce que pourrait avoir l'air le port de la gare. On voit ici une vue sur la place publique d'envergure qui est encadrée par des bâtiments multifonctionnels. Donc, comme je le mentionnais, on propose en fait l'aménagement d'une place publique aménagée réellement au cœur du port de la gare qui pourrait servir comme lieu de rassemblement pour accueillir des événements et des activités à l'année. On remarque aussi des bâtiments dont le rez-de-chaussée serait occupé par des fonctions essentiellement commerciales qui participeraient à la dynamique et à l'animation de cette fameuse place publique-là. On pourrait notamment retrouver là aussi des usages institutionnels et des bureaux ou logements aux étages supérieurs. Et on remarque aussi la possibilité d'aménager des serres au toit qui, en fait, donnent une double fonction là, à ces espaces qui sont souvent sous-utilisés et qui permettraient, à un certain point, là, d'augmenter le verdissement sur les toits des bâtiments. Donc ici, on passe au détail d'un quartier agro-urbain. Les quartiers agro-urbains, on les a définis par leur vocation à prédominance résidentielle dans un environnement qui est généreusement végétalisé, où l'agriculture urbaine est en quelque sorte la signature de ces fameux quartiers-là. Il vise en fait à reconnaître le passé agricole du secteur. Comme on le sait, on vient s'implanter dans un secteur où il y avait présence de nombreuses activités agricoles qui sont en quelque sorte là, en perte de vitalité. Donc, on souhaitait réintégrer cette notion-là du passé agricole. Et en même temps, on croit qu'à terme, encourager l'agriculture urbaine permettra aussi à l'esprit communautaire de réellement se développer à l'intérieur de ces quartiers-là. Donc, en fait, les quartiers urbains sont caractérisés par ce qu'on appelle le cœur agro-urbain que vous voyez ici là, dans la centralité du plan, là, qui est essentiellement notre tache plus verte, là, si on veut. Donc, ces cœurs agro-urbains-là agissent à titre de parc et de centralité par quartier. Et pour l'ensemble de l'aménagement des terrains privés, de teneur privée, on vise là, vraiment des cours intérieures qui sont très généreuses au niveau de la végétation, ou encore une fois, on pourrait y pratiquer l'agriculture urbaine. Donc ici, on voit une perspective de ce que pourrait avoir l'air, encore une fois, un quartier agro-urbain. On voit à votre gauche, en bas de votre écran, un cœur agro-urbain qui prédomine l'espace. On y retrouve, entre autres, des jardins communautaires, des plantations. On pourrait, en fait, penser à des plantations de vignes. On pourrait aussi penser à des activités d'apiculture, l'élevage d'abeilles. Puis ces parcs pourraient aussi intégrer des bâtiments multifonctionnels où on retrouverait différentes activités là, participant à l'esprit communautaire et aussi offrant des services de proximité à la population. Si on pense entre autres à des établissements type mini-marché là, où on pourrait faire la vente des produits issus de l'agriculture urbaine.
Et de façon générale, je pense que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une végétation très abondante, là, tant au niveau des aménagements du domaine public qu'au niveau des aménagements des terrains et cours privés. Finalement, un dernier détail sur notre dernier type de quartier, ambiance recherchée. Donc ici, on a un détail sur les quartiers durables qui complètent l'offre de milieu de vie là, pour les secteurs de développement et de redéveloppement du PPU de la gare. Les principales caractéristiques ici qui sont mises de l'avant pour l'aménagement de ces secteurs-là, c'est le développement d'un cadre bâti, en fait, qu'on dit structurant, là, qui vient encadrer nos rues et notre domaine public, qui assure en fait un paysage urbain de qualité. On a aussi la mise en valeur des milieux naturels qui permettent, entre autres, de déployer une réelle trame verte et bleue tout au travers, en fait, de notre territoire. L'idée, c'est vraiment d'insérer, d'intégrer la nature à même un cadre bâti plus soutenu. Et finalement, on envisage aussi l'aménagement de diverses promenades actives, axes de mobilité actifs secondaires là, à l'intérieur même de ces fameux quartiers durables-là pour assurer une réelle perméabilité et faciliter en fait l'accessibilité de nos milieux de vie. Donc, une dernière perspective, là, justement, qui nous projette dans un quartier durable. Comme on le voit ici, on a une promenade active au cœur de l'îlot. On a une végétalisation accrue des abords des terrains privés. Puis, on y remarque aussi une diversité au niveau des typologies. Là. On a des bâtiments multifamiliaux. On pourrait retrouver aussi des duplex, triplex, des maisons jumelées ou des maisons en contigu, pardon. On remarque aussi que les gabarits restent tout de même à échelle humaine. À noter que la perspective qu'on vous présente ce soir, là, qui est à votre écran présentement, en fait, se retrouve à proximité de la gare, donc dans un secteur où on a une plus forte concentration, une intensification là, de la densité. Bien entendu, cette densité-là va être différente là, lorsqu'on s'éloigne du pôle multifonctionnel de la gare. Donc, c'est ce qui termine mon volet. Merci, Guillaume. Donc, pour la partie sur la mise en œuvre, je vais relaisser la parole à Geneviève Elie. Merci, Isabelle. Donc, on passe maintenant à la dernière section du PPU. En fait, la section de la mise en œuvre qui, comme j'ai mentionné tantôt, comprend le cadre réglementaire qui devrait être traduit dans la réglementation d'urbanisme et qui comprend aussi un plan d'action. Alors, on commence par les affectations du sol ou type d'usage, c'est-à-dire où il sera permis de construire des logements, des commerces, des bureaux et des bâtiments publics et selon quelles conditions. Pour le territoire du PPU, on propose 7 types d'aires d'affectation. D'abord, l'affectation résidentielle de faible densité, qui correspond en fait aux quartiers existants, majoritairement composés de résidences unifamiliales isolées jumelées. Donc, l'intention ici, c'est de préserver là, les quartiers existants. On a aussi l'affectation résidentielle de moyenne densité, qui correspond au secteur à développer enclavé dans les milieux construits. Pour ces secteurs-là, on propose une densification plus douce, intégrée aux milieux construits environnants. Ensuite, l'affectation mixte de moyenne densité qui concerne les quartiers durables à développer. C'est une affectation à dominante résidentielle, mais qui permet également des commerces de proximité à certains endroits, comme à l'intersection de certaines rues structurantes. On propose aussi une affectation mixte de forte densité pour les secteurs du pôle de la gare, en fait là où vont se concentrer les plus fortes densités et mixités d'usage. Il y a aussi l'affectation agro-urbaine qui permet de maintenir les activités agricoles existantes, mais qui va aussi permettre une transformation graduelle de ces espaces-là avec la création des quartiers agro-urbains. L'affectation nature, qui correspond aux bois d'Auteuil et de l'Équerre, en fait aux parties là, qui sont situées sur le territoire du PPU. Donc, on vise à protéger et à mettre en valeur ces milieux naturels-là et à encadrer de façon très restrictive l'usage habitation.
Et finalement, l'affectation publique et institutionnelle qui vient reconnaître les équipements institutionnels et les parcs existants sur le territoire du PPU. Le détail des usages dans chacune des aires d'affectation est disponible dans le document du PPU qui est mis en ligne sur le site de Repensons Laval. En ce qui concerne les hauteurs de bâtiments, pour les milieux résidentiels établis, les parcs et les milieux naturels, le PPU propose des hauteurs d'1 à 3 étages pour notamment respecter les hauteurs du cadre bâti existant. On prévoit des hauteurs de 2 à 3 étages le long du boulevard Sainte-Rose-Est et dans les nouveaux secteurs à développer plus éloignés de la gare. Dans les nouveaux secteurs à développer situés plus près de la gare, on propose du 2 à 4 étages, puis les hauteurs les plus élevées, jusqu'à 6 étages et jusqu'à 8 étages, sont concentrées dans le pôle de la gare et dans ses environs immédiats. Ensuite, le PPU propose d'appliquer la procédure de plan d'implantation et d'intégration architecturale, ou PIA, pour certaines parties de son territoire, par exemple dans les futurs développements, comme le pôle de la gare, les quartiers agro-urbains et les quartiers durables, ou encore pour le secteur patrimonial. Le but d'un PIA, c'est d'encadrer la réalisation des nouveaux projets immobiliers pour s'assurer qu'ils répondent à la vision du PPU, pour s'assurer aussi que ce sont des projets de qualité et qui s'insèrent bien dans le milieu. Donc, les projets immobiliers qui seront soumis à la Ville devront non seulement se conformer aux normes de base de la réglementation d'urbanisme, mais devront aussi être évalués en fonction d'objectifs et de critères relatifs, entre autres, à l'implantation des bâtiments, à leur architecture ou encore à l'aménagement des terrains. Le PPU prévoit aussi les aménagements et largeurs d'emprise souhaités pour les voies de circulation du secteur de la gare Sainte-Rose. Le principe de base, en fait, c'est de prévoir des espaces pour chaque type d'usager, les piétons, les cyclistes, les véhicules motorisés et en plus les autobus sur les voies structurantes. Les aménagements doivent aussi favoriser l'intégration de bandes paysagères ou de noues d'infiltration qui vont permettre d'améliorer le paysage urbain, de réduire les îlots de chaleur, d'aider à capter une partie des eaux de ruissellement et bien sûr de rendre les déplacements plus conviviaux. Pour l'ensemble des voies de circulation, il est donc proposé de reprendre sensiblement le même gabarit qui comprend de chaque côté un alignement de végétation, un trottoir, une piste cyclable, une bande de séparation végétalisée et au centre, 1 ou 2 voies de circulation dans chacun des sens, dont une qui peut être réservée pour du stationnement sur rue à certains endroits. La largeur de la voie publique, la largeur totale en fait, va pouvoir varier selon les milieux. Donc, on voit ici l'aménagement proposé pour le boulevard de la Renaissance qui comprend un trottoir, une voie cyclable, une bande de végétation, une voie de circulation dans chacun des sens et du stationnement sur rue. Ce gabarit-là est aussi prévu pour le réaménagement du tronçon existant du boulevard de la Renaissance. C'est le même type d'aménagement qui est proposé pour le prolongement de la rue Saint-Saëns-Ouest et aussi pour l'aménagement d'un nouvel axe nord-sud qui vient se connecter au boulevard Sainte-Rose-Est. Le tracé de ces 2 axes-là tient compte de la présence de milieux humides d'intérêt dans le secteur. Il passe à l'extérieur de ces milieux humides-là. Ici, c'est le type d'aménagement proposé pour un nouvel axe nord-sud prévu entre le boulevard Sainte-Rose et le chemin de l'Équerre. C'est un axe qui vient desservir le pôle de la gare. Il comprend des espaces pour piétons et cyclistes, un terre-plein central et aussi une voie réservée pour les autobus. Ici, c'est le réaménagement prévu pour le boulevard Sainte-Rose-Est qui comprend des trottoirs, voies cyclables et une bande végétalisée de chaque côté de la chaussée. Ici, le réaménagement prévu pour le chemin de l'Équerre pour la portion qui est située entre la rue Damien-Cyr et le futur axe nord-sud qui monte jusqu'à la gare. L'aménagement qui est prévu pour l'avenue des Terrasses. Ici, l'aménagement prévu pour les rues locales. On remarque les espaces réservés au stationnement qui sont alternés avec des plantations et noues de drainage. Et finalement, l'aménagement qui est prévu pour les rues partagées où tous les usagers partagent le même espace. Donc, ce type de rue-là sera aménagé à certains endroits sur le territoire du PPU. Le plan d'action, maintenant.
le PPU propose une série d'actions pour permettre de concrétiser la vision d'aménagement proposée. On a près d'une cinquantaine d'actions qui sont prévues. On les a divisées en 3 catégories. Les actions de planification, qui comprennent les études préalables, les études de collaboration avec les partenaires publics, parapublics et privés, et finalement les actions de projets qui sont plus concrètes, là, comme des travaux d'aménagement de rues, de parcs ou de bâtiments. Le PPU propose aussi des horizons de mise en place de ces actions-là, donc 0-5 ans, 5-10 ans, 10-20 ans, et aussi en horizon continu. Alors, parmi les actions les plus structurantes, là, par exemple, dans la série d'actions de planification, on prévoit l'élaboration d'un plan directeur pour le parc Arthur-Lessard. Aussi, planifier des infrastructures de loisirs et de sport à l'échelle du quartier. Procéder à une réflexion sur la gestion des neiges usées et la mise en place de nouvelles pratiques de déneigement qui permettra, entre autres, là, de gérer la fermeture du dépôt de Sainte-Rose. Pour ce qui est des actions de collaboration, la majorité d'entre elles vont se faire en continu, principalement avec la STL pour l'aménagement du terminus intermodal et le déploiement du BHNS qui desservirait la gare. Avec EXO aussi pour le développement du stationnement incitatif. Le CP pour l'aménagement de passage sous la voie ferrée pour les piétons et cyclistes, et aussi avec le Centre de services scolaires de Laval là, pour identifier des sites qui seraient propices pour l'établissement d'écoles primaires. Pour ce qui est des projets d'action, on propose notamment le prolongement du boulevard de la Renaissance vers le nord et vers le sud. Je voudrais juste apporter une petite précision. Ici, le prolongement vers le nord va plutôt se faire dans un horizon de 0,5 ans et non de 5-10 ans, comme c'est indiqué au tableau, tout comme le réaménagement du boulevard Sainte-Rose de part et d'autre de la voie ferrée. Là aussi, en fait, là où il n'y a pas de trottoir, ce réaménagement-là va se réaliser aussi là, dans un horizon de 0,5 ans. Donc, dans la version finale du PPU, le tableau du plan d'action qu'on voit ici va être ajusté là, pour indiquer un horizon de 0,5 ans plutôt que 5-10 ans. Le plan d'action du PPU prévoit aussi l'aménagement de l'axe structurant nord-sud entre le boulevard Sainte-Rose-Est et le chemin de l'Équerre, qui est l'axe d'un futur BHNS. On prévoit de compléter dans un horizon de 10 à 20 ans, mais la section qui longe le futur parc Arthur-Lessard, elle, pourrait se réaliser dans un horizon de 5-10 ans. Le plan d'action comprend aussi, bien sûr, l'aménagement du parc Arthur-Lessard, qui est prévu en 2 phases, et on aura aussi là, des interventions ponctuelles qui seront amorcées d'ici les 5 prochaines années. On prévoit aussi l'aménagement de parcs comprenant des espaces dédiés à l'agriculture urbaine et l'aménagement d'espaces, entre autres, dans les emprises d'Hydro-Québec. Aussi, faire l'acquisition de terrains dans les bois d'Auteuil et de l'Équerre au gré des opportunités, identifier des terrains à des fins de logement social ou abordable et aménager des ouvrages de gestion des eaux pluviales comme des bassins de rétention là, qui pourraient être intégrés aux aménagements des parcs municipaux. Alors voilà, ça complète la présentation du projet du PPU Gare Sainte-Rose. Je repasse donc la parole à ma collègue Isabelle. Merci Geneviève et Guillaume pour la présentation. Je vais maintenant prendre un moment pour vous présenter les modalités de participation à la consultation publique. Donc, comment vous pouvez vous exprimer à l'occasion de cette consultation, c'est par le biais du dépôt d'un mémoire en ligne. Donc, comme vous avez pu le voir lorsque vous vous êtes inscrit à la rencontre d'aujourd'hui, il y a une série de documents utiles qui ont été déposés sur la page Repensons Laval du projet. On vous invite à en prendre connaissance puis à nous faire parvenir vos commentaires sur le projet du PPU par le biais d'un mémoire. La date limite pour nous faire parvenir un mémoire est le 1er juin 2021. Ensuite, l'ensemble de vos contributions seront analysées et évaluées par nos équipes et sont soumises au conseil municipal qui prendra les décisions sur les éléments à intégrer dans la version finale du PPU. Un compte-rendu sera également rédigé et sera rendu public au moment de l'adoption du PPU. Donc, qu'est-ce qu'un mémoire? En fait, c'est un document écrit qui permet à une personne ou à une organisation d'exprimer son point de vue sur un sujet qui fait l'objet d'une consultation publique. C'est normalement composé des éléments suivants, donc d'un résumé,
de la présentation de l'auteur qui comprend votre nom, prénom et, si c'est applicable, en fait, votre titre et le nom de l'organisation que vous représentez. Un argumentaire qui est vraiment le cœur du document et une liste des recommandations ou des solutions que vous souhaitez exprimer. Vous pouvez également ajouter des annexes au document au besoin. Votre mémoire sera rendue publique, donc veillez à ne pas y inclure de renseignements personnels comme votre adresse, courriel, numéro de téléphone, date de naissance. Concernant les prochaines étapes, vous avez à l'écran un calendrier préliminaire. La date limite fixée pour la réception des mémoires est le 1er juin 2021. Ensuite, au cours de l'été 2021, il y aura l'analyse des mémoires et les ajustements faits au PPU à la suite de cette consultation. L'adoption du PPU et la diffusion du rapport de consultation est prévue à l'automne 2021 pour une entrée en vigueur au cours de l'hiver 2022. Donc, nous en sommes à la période d'échange. Avant de prendre la première question, voici quelques instructions pour assurer le bon déroulement de la période de questions. Donc, on vous demanderait d'utiliser l'outil de lever la main pour demander à prendre la parole. Les questions seront répondues par ordre de demande. Et lorsque je vais appeler votre nom, vous pourrez ouvrir votre micro. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également ouvrir votre caméra. Finalement, lorsque votre intervention sera terminée, je vous demanderai de rebaisser votre main et d'éteindre de nouveau votre micro. Geneviève et Guillaume pourront répondre à vos questions, mais sachez qu'il y a également plusieurs professionnels qui sont également en ligne parmi nous qui pourront répondre à vos questions selon leurs différents domaines d'expertise. Donc, on a avec nous aussi Nicolas Bissuel-Roy, qui est ingénieur circulation et transport, Virginie Carignan, qui est architecte paysagiste, coordonnatrice de projet, Louise Morin, qui est responsable milieu naturel, Bruno Racine, qui est conseiller professionnel en urbanisme, et Claude Melançon, qui est également conseiller professionnel en urbanisme. À la Ville, on a également une charte de participation qui est en fait une série de règles dont on s'est doté pour assurer un bon déroulement de la période de questions. Donc, ce soir, on vous demanderait d'écouter les autres participants en demeurant ouverts à la diversité des points de vue, de vous exprimer de façon respectueuse, claire et succincte pour permettre à tous ceux et celles qui souhaitent poser une question d'avoir le temps de le faire, de participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture envers les idées d'autrui, et finalement, de privilégier la recherche de l'intérêt collectif et de mettre pour ce soir entre parenthèses votre intérêt individuel, politique ou partisan. Finalement, si vous souhaitez commenter ou faire des recommandations, c'est vraiment par le biais d'un mémoire que nous souhaitons vous entendre pour cette étape-ci de la consultation. Donc, on peut y aller avec la première question qui serait de... Pardon? Oui, je vais ouvrir vos micros, ça ne sera pas bien long. Parfait. Donc, la première question serait de Marianne Nou? Est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de projeter la diapositive sur la hauteur des bâtiments? Oui. Je n'ai pas noté le numéro, je ne le voyais pas à mon écran. Je pense que ça va juste plus parler pour les gens. Voilà. Merci. Donc, moi, qu'est-ce qui m'interpelle au niveau de la hauteur des bâtiments? Oui, cette diapo-là, merci. C'est concernant la zone orangée qui correspond aux serres. Présentement, il y a une pancarte terrasse. Puis, je sais que les gens les appellent aussi les serres Corbeil. C'est qu'en fait, tout autour de cette zone-là, en fait, la zone orange est au cœur d'une zone complètement unifamiliale. Il y a plusieurs maisons adossées à ce terrain-là. Donc, c'est sûr, pour respecter l'environnement existant, je ne comprends pas comment vous avez pu projeter de mettre des édifices jusqu'à 4 étages. Je sais que le point a été soulevé lors d'un conseil municipal, puis l'explication qui avait été mentionnée à ce moment-là, c'est que le terrain des serres était grandement dénivelé. Par contre, le maximum de dénivellation, c'est 9 pieds. Donc, 9 pieds, c'est sûr que ça correspond à un étage au gros maximum. Donc, c'est sûr qu'au cœur du quartier unifamilial, on aurait des grandes bâtisses qui seraient très imposantes.
Puis je pense que ça va à l'encontre de la dynamique puis de l'ambiance actuelle du secteur. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez fait vos calculs pour arriver à un résultat où ça serait harmonieux comme secteur. Parfait. Merci, Madame. Geneviève, est-ce que tu voudrais apporter un élément de réponse? Oui. Si tu peux juste remettre la carte. En fait, oui, effectivement, on a tenu compte de la dénivellation dans ce secteur-là. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour ce secteur-là, entre autres, il va y avoir un plan d'implantation et d'intégration architecturale qui devrait s'appliquer. Donc, à ce moment-là, on va venir contrôler les hauteurs et même le nouveau code de l'urbanisme, en fait, aussi, contrôle les hauteurs à proximité des milieux bâtis. Alors, si autour, il y a des résidences qui sont de 1 ou de 2 étages, on va y aller de façon graduelle. On fera du 2 étages, 3 étages à proximité. Et à mesure qu'on s'en ira vers le centre du terrain, on pourrait atteindre, et je dis bien on pourrait atteindre, ça ne veut pas dire qu'on va se rendre jusqu'à 4 étages, mais on pourrait avoir du 4 étages. Et aussi, le 4 étages, on voulait le faire aussi de façon plus rapprochée vers le boulevard Sainte-Rose-Est. Parfait, merci Geneviève. Puis Madame Marianne, je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires par le biais d'un mémoire, bien entendu. Merci. La prochaine question serait de Monsieur Marc-Antoine Gauthier. Bonjour, merci beaucoup d'abord pour la présentation, c'était très intéressant. Ma question est la suivante. En fait, c'est un projet très intéressant où est-ce que vous faites la promotion des déplacements actifs et collectifs. Ma question serait la suivante. Comment est-ce que vous avez envisagé de contrôler la possession automobile? Parce qu'en fait, le but de construire des AirTods, c'est justement de contribuer à ce qu'il y ait davantage de déplacements actifs et collectifs en ayant un pôle multifonctionnel. Est-ce que vous avez envisagé, par exemple, de limiter le nombre de cases de stationnement, de limiter aussi potentiellement le nombre de stationnements intérieurs, extérieurs, etc. S'il y a des éléments de réponse, ce serait très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Geneviève, je te laisse répondre. Oui. C'est sûr qu'on a tout mis en place pour créer un milieu où on va mettre de l'avant la mobilité active. Aussi en ayant des milieux de vie complets avec du commerce de proximité. Pour ce qui est de contrôler le nombre de cases de stationnement, en fait, ça va se contrôler davantage par les superficies qu'on aura à mettre, les superficies de gazonnement ou de verdure là, qu'il faudra respecter là, pour chacun des projets. Je ne sais pas si Bruno Racine, en fait, qui est responsable du Code de l'urbanisme, si tu pourrais compléter ma réponse à ce sujet-là. Bruno, est-ce que tu aurais un élément à ajouter à la réponse de Geneviève? Bruno, es-tu avec nous? Bien, je ne sais pas si ça répond à la question de monsieur, là, mais disons qu'il y a, comme je vous disais, il n'y a rien de prévu, il n'y a pas de norme de maximum de nombre de cases de stationnement. Mais, par contre, tous les autres éléments sont mis en place là, pour limiter le plus possible l'utilisation de la voiture. Donc, le nombre de voitures, ultimement. Parfait, merci Geneviève. Donc, on va passer maintenant à la question de monsieur, ou madame S. Charon de Milieu en forme. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est très intéressant comme projet. Ma question porte sur 2 objectifs. En fait, notamment favoriser la construction de logements abordables et sociaux et ainsi que favoriser l'agriculture dans les zones agro-urbaines. Je me demandais si vous aviez déjà fait des recommandations concrètes ou avez des mesures en tête concrètes pour s'assurer que une fois que ces zones-là seront aux mains des développeurs, des promoteurs, que ça soit réellement fait. Donc, favoriser la construction de logements abordables et sociaux et l'agriculture. Merci.
Donc, Geneviève, à propos des logements sociaux. Oui, à propos des logements sociaux, en fait, la Ville n'a pas le pouvoir légal d'obliger les constructeurs à construire du logement social. Par contre, on est, je vous dirais, on a un rôle de facilitateur. On est là pour mettre en place les conditions, les meilleures conditions possibles pour accueillir la venue de logements sociaux. Donc, comme pour le territoire du PPU, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment avoir des rencontres là, avec les responsables du milieu et aussi on va faire un inventaire des terrains qui appartiennent à la Ville sur le territoire pour voir si certains des terrains là, seraient propices à la construction de logements sociaux et abordables. Merci. Puis Guillaume, par rapport à l'agriculture urbaine. Oui, donc pour ce qui a trait à la question de l'agriculture urbaine à l'intérieur des quartiers agro-urbains, là, comme Geneviève l'a présenté, il y a un PIA qui est prévu là, pour les quartiers spécifiques aux quartiers agro-urbains. Donc, l'idée va être d'encourager l'aménagement des cours, que ce soit des cours avant, latéral ou arrière, là, pour la pratique de l'agriculture urbaine. Mais aussi, il ne faut pas oublier en fait que les cœurs agro-urbains seront des espaces verts publics. Donc, la Ville de Laval pourra mettre de l'avant, là, que ce soit des comités de voisinage ou autres, là, pour s'assurer du développement de jardins communautaires et du bon fonctionnement là, de ces cœurs agro-urbains-là. Parfait, merci beaucoup. Donc, juste avant d'aller à la prochaine question, j'aimerais revenir sur la question précédente qui nous était posée par rapport au contrôle du stationnement. Donc, on a Bruno qu'on a réussi à rejoindre qui pourrait bonifier la réponse de Geneviève. Donc, Bruno, tu nous entends? Oui, bonjour, désolé, là, j'ai eu le problème de connexion. Non. Bon. Donc, merci Bruno, mais on va passer à la prochaine question, puis on essaiera de se reconnecter plus tard. Donc, il y a M. Bernier qui avait une question pour nous. Oui, bonjour. Ma question porte sur... là, j'ai vu dans le plan d'action qu'il va y avoir une élaboration pour le concept d'aménagement du parc Arthur-Lessard. Dans la présentation de ce soir, là, je crois qu'on n'en tient pas beaucoup compte. Est-ce qu'il va y avoir une planification? J'avais déjà posé la question dans le passé, mais une planification quant aux espaces de stationnement pour ce futur parc-là. Pour la simple et bonne raison que moi, qui risque d'avoir ce parc-là dans ma cour, j'aimerais juste éviter que notre rue devienne un parc de stationnement, dans le fond, pour ceux qui vont venir visiter le parc. Parfait, merci. Geneviève, veux-tu commencer la réponse? Bon, c'est ça. Oui, il y a un plan directeur en ce moment là, qui est en préparation, qui devrait être prêt prochainement. Par contre, je n'ai pas les détails concernant le stationnement. Je ne sais pas, peut-être que Virginie Carignan pourrait compléter ou répondre, en fait, à la question. Virginie, est-ce que tu aurais un élément de réponse pour M. Bernier? C'est certain qu'on va prendre Oui, bonsoir. C'est certain qu'on va prendre le temps d'analyser le besoin là, quand on planifie les différents plateaux sportifs qu'il y a. Habituellement, on annexe une partie stationnement. C'est pas dans tous les parcs qu'on a des stationnements. Là, ça dépend vraiment des usages qu'on y installe, mais ça fait partie là, des points qu'on valide et qu'on regarde là, lors de la conception. Parfait. Merci beaucoup, Virginie. On passerait maintenant à la question de Marc-Patrick Roy. Bonjour, M. Roy. Excusez, j'avais enlevé le micro. Bonsoir, ma question porte sur des estimés ou des projections démographiques. Est-ce qu'on a une idée de la quantité de gens et plus particulièrement, je dirais, enfants versus adultes, si on a des données de ce côté-là? Merci pour votre question, Geneviève.
Non, on n'a pas fait de projection de population de façon aussi poussée, là. Par contre, ce qu'on a fait, c'est plutôt une évaluation du nombre de logements projetés, le potentiel, en fait, de logements qu'on pouvait accueillir pour le territoire du PPU d'ici 2051. Donc, on a évalué à peu près, je vous dirais, de 7 à 8 000 logements qui pourraient venir, qui pourraient être construits là, pour l'ensemble du territoire du PPU. Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, simplement pour ajouter en fait que cette projection-là est en adéquation en fait avec les exigences là, de densification là, fixées entre autres au PEMAD et au schéma d'aménagement. Vous aurez compris que ma question est en lien avec l'école que vous avez mentionnée au primaire. Oui, il y a Odyssée et Horizon qui sont dans le coin au niveau secondaire, mais c'est à 7 ou 8 000 personnes. C'est quand même beaucoup de places école. En fait, on est déjà en lien avec le centre, j'ai un blanc de mémoire, je l'ai dit tantôt. Centre de services scolaires. Centre de services scolaires de Laval, pour trouver une école dans le secteur, parce qu'effectivement, il y aura des besoins, surtout avec le développement qu'on anticipe. Nous, dans le plan d'implantation qu'on est venu proposer, on propose en fait un emplacement pour une future école qui se trouve à être située... je ne sais pas si vous avez en tête là, le plan d'implantation. On propose un nouvel axe là, BHNS là, entre le chemin de l'Équerre et le boulevard Sainte-Rose-Est. Donc, oui, c'est ça. Donc là, vous voyez au sud de l'emprise hydroélectrique, en fait, l'école, elle serait adossée au bois de l'Équerre. Oui, là, tu t'approches, là, justement, un petit peu à gauche. En fait, elle se trouve à être à l'ouest. Oui, c'est ça, c'est là. Je ne sais pas si vous voyez, monsieur, là, le plus bas. Je vois le pointeur. Oui, merci. C'est le bâtiment. C'est ça, exactement. Donc, nous, on est venu placer l'école à cet endroit-là. C'est sûr que là, le plan d'implantation s'est montré à titre indicatif, mais quand même, on voulait proposer ce terrain-là parce que c'est à proximité du bois de l'Équerre et c'est aussi facilement, ça se dessert facilement aussi là, par le futur axe là, qui serait construit vers la gare. Parfait, merci. Merci Geneviève, merci M. Roy pour votre question. Ensuite, on a Mme Louise Labrie qui aimerait poser une question. Bonjour Mme Labrie. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de nous expliquer tout ça. J'aurais deux questions. La première, sur le dépôt à neige. On a dit que ça s'était réglé, je crois. Est-ce que ce terrain-là va être réhabilité et est-ce qu'on va pouvoir s'en servir dans le projet? Ça serait ma première question. Est-ce que vous voulez répondre tout de suite ou je fais les deux questions? On peut répondre immédiatement pour le dépôt à neige, Geneviève. Oui. Merci beaucoup. En fait, la Ville a encore les autorisations là, du ministère pour exploiter le site de dépôt à neige. Par contre, qui est là seulement s'il y a des excédents de neige au cours de la saison hivernale. À ma connaissance, je crois qu'on ne l'a pas utilisé depuis 2018. Virginie Carignan pourra peut-être me corriger, là. Donc, il est là, mais éventuellement, c'est ça, il est appelé à être développé à des fins urbaines, là. Disons que c'est un terrain, un potentiel de développement, là. D'accord, mais j'imagine qu'il va être à réhabiliter, dépollué ou au niveau environnemental, il va avoir, oui, il va avoir du travail à être fait là, oui, pour le rendre conforme à l'environnement. Oui, tout à fait. Il va être réhabilité pour le rendre constructible, effectivement. D'accord. Ma deuxième question, c'est pas nécessairement sur le projet. Ben, en fait, c'est sur le projet, mais vous savez qu'un projet comme ça, là, au niveau circulation, ça va déborder sur les rues, comme je pense au boulevard Sainte-Rose, à partir des Patriotes, là, qui est pas très loin. Et je pense au rang de l'Équerre, pas le chemin de l'Équerre, mais le rang de l'Équerre, qui est souvent débordé. Puis là, il y a un nouveau projet qui se fait.
Est-ce qu'on a pensé à élargir ces voies-là? Est-ce on va penser peut-être un volet dans votre présentation? Qu'est-ce qu'on fait des rues avoisinantes avec une telle densité que vous dites en 2051, 7 000 à 8 000 unités d'habitation? Oui, Geneviève, veux-tu commencer, faire un début de réponse? Bien, en fait, on va développer un réseau d'artères structurantes au fur et à mesure là, que le secteur va se développer. Il y a un projet de prolongement. Là, en fait, je ne sais pas si c'est d'élargissement, mais ça, Nicolas, j'inviterais vraiment Nicolas Bissuel-Roy, là, qui est responsable de ce dossier-là, qui pourrait en fait compléter là, ma réponse. Merci. Oui, tout à fait. Merci Geneviève. Donc, oui, comme vous dites, c'est très important de regarder, de pas juste regarder point de vue circulation de ce qui se passe dans le PPU, mais dans les secteurs avoisinants, parce qu'en effet, là, les véhicules ne restent pas juste dans le secteur. Alors, il y a une étude de circulation qui va être lancée, puis qui va regarder un corridor plus élargi, donc pour voir ce qui se passe aussi là, dans le secteur là, du Boisé de l'Équerre, les différents projets qui sont dans ce secteur-là. Donc, l'important, là, c'est de désenclaver le secteur qui a déjà un peu de difficultés. Présentement, il y a de la circulation qui se fait par des rues qui ne sont pas des rues structurantes, des rues artérielles. Alors, l'objectif, là, c'est vraiment avec la création du boulevard, du nouvel axe nord-sud, et puis la connexion du boulevard de la Renaissance. Et puis, bon, ce qui n'a pas été nécessairement mentionné, là, c'est que l'objectif du boulevard de la Renaissance, c'est de relier la portion du chemin de l'Équerre jusqu'au boulevard de la Renaissance là, qui se rend présentement jusqu'au boulevard des Rossignols. Donc, ça va permettre justement là, de donner une deuxième sortie aux gens plutôt que d'avoir seulement le rang de l'Équerre. Donc, tout ça va être regardé et puis on tient compte là, de tous les projets, de tous les développements, pas seulement du PPU. J'ai une petite dernière question concernant le réseau cyclable. Moi, j'ai lu 3 fois votre présentation qui est déposée en ligne dans Repensons Laval. Je tiens à souligner que c'est très... les gens vont beaucoup aimer que vous dites piste cyclable 4 saisons. Est-ce que vous voulez me dire comment ça va procéder? Est-ce qu'il va y avoir des pistes cyclables avec un revêtement chauffant ou comment ça va se procéder les pistes cyclables 4 saisons dans le projet? Donc, les pistes cyclables 4 saisons, je peux juste me permettre, c'est d'avoir des pistes cyclables qui vont être déneigées. Donc, non, il n'y aura pas de chaussée chauffante, mais c'est simplement là, d'utiliser, qu'on puisse utiliser la surface asphaltée en vélo, en tenant compte là, des vélos adaptés pour l'hiver, comme on voit de plus en plus d'adeptes du vélo d'hiver pour se rendre au travail ou à l'école. Donc, on veut, dans la mesure du possible, avoir un réseau qui est accessible en tout temps. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci, Nicolas. Merci, Mme Labrie, pour vos questions. Maintenant, il y aurait Gassan B. qui a une question. Gassan B., êtes-vous avec nous? Oui, désolé, c'est mon micro. Merci beaucoup. Je veux juste revenir à la question aussi de Mme Labrie qui vient de demander pour le rang de l'Équerre, parce que présentement, il y a de la construction qui ont commencé résidentielle sur le rang de l'Équerre. Donc, je suis juste un peu surpris qu'il n'y a pas eu une étude d'achalandage, de circulation comme telle concernant le sud, au sud du projet. Donc, peut-être, si possible, d'avoir un peu plus de détails là-dessus comme tel, parce que c'est sûr que le boulevard de Renaissance va amener des gens avec le chemin de l'Équerre, mais le rang de l'Équerre qui est à 2 voies, un de chaque côté. Donc, si possible, d'avoir un peu plus de détails là-dessus. Merci. Merci. Nicolas, est-ce que tu aurais un peu plus de détails à donner à M. Gassan? Oui, donc pour vous répondre, oui, il y a des études de circulation qui ont été faites pour le projet dont vous parlez. De l'étude que je parlais tout à l'heure, c'est une étude plus globale qui va venir encadrer tout ça. Là, on a des gros potentiels de redéveloppement et la possibilité d'insérer des nouveaux axes routiers. Quand c'est des petits projets comme
petits projets plus concentrés, là, comme on parle là, sur le rang de l'équerre. Il y a des modifications qui vont être faites justement au rang de l'équerre pour être capable d'accéder à ces secteurs-là, parce qu'on va rajouter des virages, justement. Donc, il va y avoir des baies de virage à gauche et à droite là, qui vont être insérés, là, justement, pour pas que les gens soient pris là. Le nombre de véhicules, le nombre de déplacements qui vont être générés par ce secteur-là ont été également considérés. Mais c'est ça, il faut comprendre que quand il y a plusieurs projets de développement à faire, donc il faut regarder plus large. Quand il y a des plus petits projets plus ponctuels, donc c'est des études qui sont plus succinctes là, qui sont regardées, mais ça a été évalué. Soyez sans crainte. Merci, Nicolas. On passerait maintenant à la question de Mme Carole Garceau. Bonjour, Carole Garceau, Canopée, Réseau des Bois de Laval. J'ai des questions qui concernent l'accessibilité. Vous aviez une carte tantôt avec des petits points verts, là, puis les boisés, le bois d'Auteuil, le bois de l'Équerre. La première, en fait, c'est une série de questions d'accessibilité. Est-ce que la bande verte qui longe la voie ferrée va être aménagée comme une piste multifonctionnelle qui va permettre de connecter le secteur de la gare avec le cœur du bois de l'Équerre et non pas seulement ce qu'on appelle communément la goutte d'eau, c'est-à-dire ce qui est entre le chemin de l'Équerre et la portion plus au nord, mais la portion plus au sud. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je vois qu'il y a des petits traits gris sur les voies ferrées. Alors, est-ce que vous êtes en train de m'annoncer au bonheur qu'il y aura une connectivité dans l'axe est-ouest pour les piétons et les cyclistes pour pouvoir permettre de connecter, de permettre aux citoyens qui habitent à l'est de la voie ferrée de se rendre au bois de l'Équerre? Si oui, est-ce que cette connectivité-là, dans le sens de l'axe de la voie ferrée, pourra éventuellement permettre aux gens sur une piste multifonctionnelle de rejoindre les deux gares, là, de traverser le bois de l'Équerre le long de la voie ferrée et de se rendre à la gare de Vimont? Merci, Mme Garceau. Donc, il y avait 3 questions. La première concernait la voie ferrée, s'il y avait une piste multifonctionnelle. Geneviève? En fait, ce que je comprends, c'est que oui, tu peux remettre le plan d'implantation parce que ça m'aide à répondre. En fait, c'est ça, c'est que ce que j'ai compris, la première question, c'était le lien, à savoir si ça va faire le lien entre le bois de l'Équerre qui est au sud, en fait, au sud du territoire du PPU, et si ça va se rendre jusqu'au secteur de la gare, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est ça, savoir si la petite bande verte que je vois là va être aménagée comme un lien multifonctionnel piéton-cycliste pour rejoindre la partie sud du bois de l'Équerre. Oui, en fait, ce qu'on propose, c'est de faire un genre de parc linéaire qui aurait 3 fonctions. En fait, une fonction pour la mobilité active, une fonction de parc aussi, et aussi une fonction écologique, puisque ça fait un corridor vert aussi continu là, qui prend sa source là, du bois de l'Équerre, puis qui va se diriger même jusqu'au bois d'Auteuil, là, et éventuellement même jusqu'à la rivière des Mille-Îles. Donc, c'est ce qu'on propose, là. C'est la proposition de la vision du PPU. Mm-hmm. Bon, alors la deuxième question qui allait avec celle-là, c'est est-ce que ce lien multifonctionnel-là pourrait être continué dans la portion sud du bois de l'Équerre pour permettre de relier éventuellement les deux gares, la gare de Sainte-Rose et la gare de Vimont en traversant? Ah, OK. Écoutez, ça sera sûrement une des avenues qui sera étudiée parce qu'on essaie autant que possible d'assurer les continuités là, entre les divers milieux. Je sais que la Ville est propriétaire d'une bonne portion là, du terrain du bois de l'Équerre dans ce secteur-là, là, au sud. Donc, ça pourra être analysé éventuellement. Mais évidemment, je ne peux pas vous dire si ça va... Non, oui. Mais ce n'est pas prévu dans ce plan-là. Mais disons que c'est dans la tradition, dans la philosophie de la Ville, là, d'assurer les continuités de réseau comme ça. Et aussi, je vous dirais, continuer dans le réseau vert et bleu aussi, là. Oui, tout à fait.
Puis, ma dernière question, c'est est-ce que les petits traits gris, ce sont des passages? Bien, c'est des passages, en fait, qui sont proposés. Ça ne veut pas dire que ça va être réalisé prochainement. Disons qu'on l'a mis dans un horizon même de 10 à 20 ans. Il va falloir qu'on entame les discussions avec le Canadien Pacifique, parce que c'est le Canadien Pacifique qui est propriétaire là, de la voie ferrée. Donc, il faudra engager des discussions, engager des rencontres avec le Canadien Pacifique pour éventuellement pouvoir aménager, c'est ça, des liens entre l'Est et l'Ouest. Mais on en propose effectivement 2. Et peut-être que si ça va bien, on pourra en proposer un 3e aussi. J'ai une dernière mini-question. Est-ce que c'est prévu que dans les zones à haute densité, il y aura du stationnement intérieur pour limiter le stationnement sur rue? Oui. On va vraiment favoriser, là, plus que favoriser, là, même exiger là, une certaine portion de terrain de stationnement à l'intérieur. On veut éviter d'avoir là, les vastes stationnements à l'extérieur des bâtiments. Dans le fond, on veut donner place à la verdure et puis à l'environnement. Là. Donc, oui, on va avoir des exigences pour avoir du stationnement à l'intérieur. Merci la majorité, oui. Guillaume, tu voulais ajouter? Juste un petit ajout, là, aussi au niveau des gabarits des rues locales là, extérieures. On a prévu, en fait, de faire des saillies là, verdis, justement pour réduire là, la place pour le stationnement sur rue. Là. Merci, Guillaume. Il y a aussi Virginie Carignan qui souhaitait ajouter un élément de réponse. Virginie? Oui. En fait, c'était par rapport à l'axe nord-sud là, de piste cyclable et piétons. On a présentement un lien là, dans l'emprise d'Hydro-Québec qui longe la voie ferrée qu'on peut faire. Bon, c'est certain qu'il ne passe pas dans le bois de l'Équerre présentement, mais c'est un lien qui est existant. Virginie, on t'a perdu pendant quelques secondes. Pourrais-tu répéter, s'il te plaît? Je suis désolée. Je m'excuse. En fait, ce que je disais, c'est qu'on a un axe nord-sud, piste cyclable, multifonction, là, qui relie la gare Sainte-Rose de la gare Vimont. C'est la route verte qui passe dans l'emprise Hydro-Québec, qui est accessible, asphaltée. Présentement, là, c'est sûr qu'il est toujours intéressant d'avoir d'autres liens, mais si vous voulez l'emprunter dès maintenant, là, c'est une possibilité. Là. Merci. Merci, Virginie. Et merci, Mme Garceau, pour vos questions. Maintenant, il y aurait Yann Sabourin-Sommers qui voudrait poser une question. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. D'abord, j'aimerais ça revenir sur la question de M. Charon, là, qui était la 4e question. D'après ma compréhension de la réponse de Mme Mélie, la Ville n'a donc pas de pouvoir légal, ou en tout cas très peu, un pouvoir très limité, pour obliger les promoteurs à rendre un projet tel que proposé avec ces objectifs-là. Peut-être qu'il faudrait penser à une révision de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme ou des choses comme ça. Mais ma question tourne beaucoup plus autour des territoires agricoles. On n'a pas beaucoup parlé, malheureusement. Donc, selon la loi de protection du territoire agricole qui est au niveau provincial, les territoires agricoles sont censés être protégés. Puis on va s'entendre pour dire qu'un quartier agro-urbain, ou peu importe son appellation, ça n'aurait jamais un rendement agricole similaire. Donc, est-ce qu'il y a des terres agricoles actuellement utilisées à ces fins qui sont touchées par le TOD? Sinon, est-ce qu'il y en a qui sont en friche, qui sont touchées par le TOD, puis à qui appartiennent ces terres? Ensuite, je pourrais poser la suite des questions après la réponse. Oui, merci. On va répondre tout d'abord à votre première question. Donc, Geneviève, tu peux commencer. Oui, en fait, il y a quelques inclusions agricoles sur l'ensemble du territoire du PPU. Il y en a au nord du chemin de l'Équerre, puis il y en a également de part et d'autre là, de l'avenue des Terrasses. Ce sont des terres agricoles. Certaines sont encore en fonction, d'autres non, mais elles font partie de ce qu'on appelle la zone agricole temporaire. Donc, elles pourraient être exclues et développées à des fins urbaines. Par contre, nous, ce qu'on propose,
dans ces secteurs-là, le secteur au nord du chemin de l'Équerre et aussi celui qui est au nord de l'avenue des Terrasses, on propose les quartiers agro-urbains. Ça ne ferait pas partie de la zone agricole, mais on viendrait, disons, réserver là, des espaces publics pour de l'agriculture urbaine et aussi encourager l'utilisation des cours arrière, latérales et avant comme pour faire de l'agriculture. Ça pourrait être aussi de l'agriculture personnelle, là, de l'agriculture privée. Et on pourrait aussi avoir la poursuite des activités agricoles qui sont présentes là, en ce moment. D'accord. Et pour la suite, est-ce qu'il y a des terres agricoles qui ont déjà été achetées par la ville ou des promoteurs? Sinon, c'est quoi le plan d'achat? Puis, est-ce que la ville a déjà fait des demandes pour le dézonage à la CMM? La ville, elle a déjà fait, pas pour les inclusions agricoles qui sont là présentement, elle a déjà fait à quelques endroits sur son territoire, là où il y avait des inclusions agricoles, elle a déjà fait, oui, des demandes d'exclusion, mais pas pour le secteur là, qui est visé par le PPU. Les inclusions agricoles qui sont là, bien, on n'a jamais fait de demande d'exclusion, là. Merci. Est-ce que vous aviez une autre question, M. Sabourin? J'en ai plusieurs autres, mais je vais laisser la chance aux autres. C'est gentil. On a maintenant Mme Gina Maury qui a une question. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Selon le plan d'action, il semble que le prolongement du boulevard de la Renaissance, celui près de la gare, devrait se faire avant le chemin de l'Équerre. Si c'est exact, est-ce qu'on pourrait considérer d'ouvrir le chemin de l'Équerre avant? Le problème, c'est que le trafic qui est déjà très important sur le boulevard de la Renaissance, ça près de la gare, puis c'est un quartier résidentiel familial. Puis on a la sécurité de nos enfants là, qui devrait être, selon moi, une priorité. Merci, Mme Maury. Nicolas, aurais-tu un élément de réponse pour Mme Maury? Donc, si je comprends bien, là, vous voudriez que le chemin de l'Équerre soit ouvert avant la portion de Renaissance, c'est ça? La portion nord? Oui. Oui, c'est exactement ça. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup trop de trafic déjà. Puis, tu sais, on n'est même pas ouvert encore. Donc, j'imagine que si vous ouvrez ce tronçon de la rue du boulevard de la Renaissance avant le chemin de l'Équerre, on risque de se retrouver vraiment avec beaucoup de trafic. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est vraiment un quartier résidentiel là, sur le boulevard de la Renaissance. Oui, bien, l'objectif d'ouvrir cette portion-là de Renaissance ainsi que de faire le projet de réaménagement de la boulevard Sainte-Rose, c'est justement pour essayer d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes, donc pour pouvoir amener des trottoirs sur les portions qui sont manquantes et donner une meilleure accessibilité là, justement à ce secteur-là, au secteur Renaissance pour amener les gens là, vers la gare ou vers l'école. Donc, on comprend que présentement, il y a beaucoup de circulation de transit qui s'effectue depuis Sainte-Rose par les rues résidentielles pour aller rechercher Renaissance, puis par la suite la rue Damien-Cyr pour accéder au sud. Donc, l'ouverture de la portion nord de Renaissance permettrait justement de limiter la circulation de transit sur les autres axes qui sont plus petits et d'amener les gens là, justement là, sur le boulevard Renaissance pour par la suite aller accéder à la portion là, au chemin de l'Équerre, puis au rang de l'Équerre et ou au boulevard des Rossignols, là, quand le prolongement de Renaissance au sud sera fait. Ce qui va permettre de réduire de beaucoup la circulation sur Renaissance, là, ça va être la construction du futur axe nord-sud. Par contre, cet axe-là, là, pour des raisons de décontamination là, du dépôt à neige et puis que ça se trouve être principalement le cœur de notre PPU dans le secteur de la gare puis la portion sud. Donc, avant que cet axe-là soit fait, il y a encore beaucoup d'études qui sont nécessaires. Donc, l'objectif de réaliser cette portion-là rapidement, c'est justement pour offrir une meilleure sécurité puis accessibilité aux piétons et puis de réduire le transit dans les rues locales. Merci, Nicolas. Maintenant, on va passer à la question de M. Danny Flageol.
Bonsoir tout le monde. Merci pour la présentation. Je suis résident de la rue André-Foran. Présentement, là, il y a 700 places au stationnement incitatif de la gare. Puis en période avant pandémie, il n'y avait pas assez de stationnement. Avez-vous pensé à au moins augmenter ces places-là dans les stationnements souterrains? Merci, M. Flageol. Geneviève, voudrais-tu répondre à la question? Oui. Le projet de PPU propose éventuellement d'urbaniser, en fait, de développer le stationnement incitatif, et les cases de stationnement qui sont là seraient relocalisées dans les bâtiments de bureaux et commerciaux là, qui sont dans le pôle de la gare. Est-ce qu'il y aura une augmentation du nombre de cases de stationnement? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Ce sera à discuter avec EXO, parce que c'est eux, en fait, qui sont propriétaires et qui gèrent le stationnement. Donc, c'est eux là, qui déterminent le nombre de cases de stationnement qu'ils vont avoir sur leur propriété. Mais ça sera à discuter probablement là, quand on relocalisera les cases de stationnement dans le futur. Il ne faut pas que ça soit à discuter, il faut que ça soit à planifier. Monsieur Marc-Patrick Roy a parlé de 8000 nouvelles personnes minimum dans le quartier. Bien, en fait, les 8000 personnes, en principe, on conçoit le quartier aussi pour qu'il soit, pour favoriser la mobilité active et aussi pour favoriser, bien sûr, le transport en commun. En principe, c'est plus les gens qui vont utiliser la gare devraient arriver davantage en transport en commun, là, avec l'autobus, dont le BHNS. Il y a notre collègue Nicolas qui aimerait compléter aussi la réponse de Geneviève. Oui, bon, ben, la dernière portion de l'intervention de Geneviève vient un peu compléter là, ce que je voulais dire. Donc, il y a une grande utilisation du stationnement de Sainte-Rose. Là, on avait fait justement des études. C'est beaucoup des gens qui habitent à proximité de la gare, mais qui s'y déplacent en voiture parce qu'ils n'ont pas d'autres options. Donc, soit que le transport actif n'est pas accessible parce qu'il manque des trottoirs, ou il n'y a pas de circuit d'autobus qui circule dans les quartiers avoisinants en raison de la trame de rue qui est incomplète. L'objectif, justement, là, de prolonger le boulevard de la Renaissance, de prolonger le boulevard Saint-Saëns, c'est pour permettre, justement, d'avoir une meilleure desserte en transport en commun pour offrir les gens l'opportunité d'aller à la gare en transport en commun plutôt que d'utiliser leur voiture. Donc, il y a également, là, comme ça a été mentionné, on va amener des quartiers, un quartier TOD, où on est beaucoup basé là, sur le transport actif et collectif. Alors, de pouvoir s'y déplacer à pied ou en vélo, ça sera quelque chose qui va être envisagé. Faut comprendre également là, qu'il y a quand même une limitation là, sur le nombre de passages de train et de capacité des wagons. Donc, c'est pas en augmentant le plus de stationnement qu'on va pouvoir créer de la place dans les trains ou ajouter des nouveaux départs. Là. Je sais là, qu'il y a une forte utilisation de la ligne, puis c'est difficile là, d'ajouter des trains supplémentaires. Merci pour vos réponses. Ça fait plaisir. Merci, M. Flageol. Merci, Nicolas. Ensuite, il y a Nancy Charbonneau qui a une question. Oui. Moi, en fait, j'en reviens sur le boulevard Sainte-Rose parce que déjà en partant, présentement, tu sais, des fois, c'est jammé, il y a les camions de vidange, il y a les camions qui arrosent les plantes, puis c'est jammé. Fait que, tu sais, pour aller vers Curé-Labelle, puis même pour aller chercher la 335, moi, ça m'inquiète beaucoup aussi par rapport aux 7 000 à 8 000 logements là, qui s'en vient là, présentement, tu sais. Fait que, je voulais juste revenir sur ce point-là pour être certain que ça soit comme bien considéré aussi. Là. Donc, votre question, c'est par rapport à si on a fait des études pour la circulation? Oui, ben oui, parce que déjà c'est un problème, je trouve, présentement.
Fait que, avec 7 à 8 000 logements d'ici ce temps-là, même si je sais qu'il y a quand même d'autres chemins qui vont être faits, on dirait que c'est tout petit, ces petits chemins-là. Là. C'est pas. Puis déjà, qu'il y a des camions qui stationnent, ou comme je te disais tantôt, il y a des camions de vidange, quand c'est là, c'est le bordel quand on a à passer là, ou quand ils décident d'arroser les fleurs. Là. C'est vraiment pas drôle. Fait qu'imagine avec le nombre de personnes qui vont circuler, moi, ça m'inquiète. Là. Parfait, merci, Mme Charbonneau. Nicolas, aurais-tu des précisions à faire à ce niveau-là? Donc, c'est certain là, que le secteur est un secteur déjà bâti. Le boulevard Sainte-Rose, c'est un peu difficile à élargir. L'objectif, ça va être de l'aménager de façon la plus optimale possible en fonction de l'espace qu'on a. Là, présentement, il y a beaucoup de gens aussi qui circulent sur le boulevard Sainte-Rose. On a l'avenue des Terrasses là, qui a pas de trottoir, qui est très étroite aussi, qui va être également là, réaménagée. Là. Quand on parle de réaménager, on ne parle pas d'augmenter nécessairement la largeur de la chaussée, mais ça va donner aussi des alternatives. Et puis, en effet, là, le Sainte-Rose est le seul axe est-ouest là, qui traverse de part et d'autre l'Anne Curé-Labelle puis des Laurentides. Mais il y a les axes qu'on va ajouter. La connexion du boulevard de la Renaissance va permettre d'aller chercher là, une partie de la circulation sur Sainte-Rose pour les gens qui se destinent justement là, vers Curé-Labelle. Donc, tout ça va être étudié. Et puis, l'étude de circulation va pouvoir justement venir venir valider les balises sur la capacité que le réseau routier va avoir pour l'accueil de nouvelles résidences, okay. de nouvelles circulations. Mais déjà, l'avenue des Terrasses, ça va être. L'avenue des Terrasses va rester la même qu'elle est là, elle ne sera pas plus allongée. Non, c'est qu'on va ajouter des trottoirs et des aménagements cyclables. Donc là, présentement, là, ça peut être à certains endroits là, un peu serré là, quand on est en transport actif avec la circulation, puis la chaussée est des fois un petit peu à certains endroits dégradée. Mais ça ne sera pas augmenté. Ça va rester à une voie de circulation. On va juste venir sécuriser tout ça. Là. Donc, il n'y aura pas de stationnement là, qui va être ajouté. Il n'y a quand même pas assez, il n'y a pas beaucoup de circulation quand même sur l'avenue des Terrasses. On se ramène à Sainte-Rose, puis c'est là que ça jamme rendu à Sainte-Rose. OK, merci. Merci, Nicolas. Merci, Mme Charbonneau. Merci. On a maintenant une question de Karine Aymon. Madame Aymon? Oui, bonjour. Allô? Allô? Karine Aymon. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes... Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. OK, bon, je vais poser ma question. Merci pour la présentation. Ça fait des années que j'habite sur le boulevard de la Renaissance. De plus en plus, cette rue-là est devenue un genre d'autoroute. Là. L'été, là, nos enfants ne sont même pas capables d'aller chercher le ballon qui traverse la rue parce que ça roule trop vite. Il y a 2 stops pour à peu près 3,5 km. Là, si vous ouvrez ça, est-ce que vous avez prévoyé de diminuer la circulation sur ce boulevard-là parce que ça n'a pas d'allure? Ça n'a aucun sens. Merci pour votre question. Nicolas, je te demanderai de répondre. Parce que dans votre présentation, là, il n'y a nulle part de la ville de Laval, vous parlez de diminution de la circulation. Vous rentrez dans une rue secteur 40, 5 minutes après, c'est 50 km/h. Alors, c'est quoi un secteur 40 si c'est 50 à l'intérieur du secteur? Donc, peut-être juste pour répondre, le boulevard Renaissance tel qu'il est présentement, c'est sûr qu'il y a comme il raccorde pas à différentes artères, donc c'est sûr que ça amène un sentiment de rue locale, mais il a toujours été planifié comme une artère secondaire avec les raccordements qui étaient prévus. C'est certain que pour ce qui est de la vitesse et tout ça, donc il y a des mesures là, qui peuvent être implantées qui en fonction là, des données qu'on aura, s'il y a des relevés de vitesse qui sont faites, on pourra ajuster avec des mesures d'apaisement de la circulation.
Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui sera fait, ce qui sera étudié. L'étude de circulation va être capable de nous montrer les débits supplémentaires ou l'impact sur les débits qu'aura le développement. Donc, l'objectif, c'est pas nécessairement d'ajouter de la circulation là, sur cet axe-là. On comprend que c'est des résidences principalement unifamiliales là, qui se trouvent le long de l'axe. Donc, c'est ça. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer cette situation-là. L'axe est-ouest, l'axe nord-sud qu'on veut établir, on veut que ce soit cet axe-là qui soit l'axe principal pour accéder, pour relier le nord et le sud là, du secteur. Donc, cet axe-là serait un axe secondaire. Présentement, c'est le seul. Donc, c'est certain là, qu'il y a une forte demande en circulation. Donc, tout ça sera étudié là, et puis les mesures seront prises le cas échéant. J'ai une autre question. Monsieur Roy, vous dites, l'objectif, ce n'est pas de rajouter la circulation, mais vous contredit, si vous permettez, vous l'ouvrez, c'est pour permettre la circulation. C'est pour améliorer l'accessibilité. Il y a des gens qui vont circuler là. Ah, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont circuler là, mais alors, ça va dans ce enlever cas-là, l'objectif, c'est pas... Oui, mais qu'est-ce qui vous empêche de diminuer la vitesse sur cette rue-là? Je n'ai jamais compris. J'ai posé la question plusieurs fois à Mme Virginie Dufault, je n'ai jamais eu de réponse. Qu'est-ce qui vous empêche de diminuer la circulation pour nos enfants, la sécurité de nos enfants sur cette rue-là? C'est dangereux. Il faut comprendre, je n'ai pas le détail de toutes les études, là, tous les relevés qui ont été faits. Il y a des policiers qui sont venus, mais s'ils sont venus à 7 heures du soir, il n'y en a plus personne, s'ils sont là à 7 heures du soir. Là. Il n'y a plus personne là. OK, mais je comprends votre question. On va regarder ce qui peut être fait comme ajout supplémentaire de relevé. Il faut bien comprendre la situation, mais il faut comprendre souvent aussi que c'est souvent les gens qui vont aussi faire la vitesse, c'est souvent les résidents de la rue eux-mêmes. Donc, c'est des choses là, qui sont à regarder. Mais oui, on va regarder ce qui peut être fait. Merci. Monsieur, n'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos commentaires par le biais d'un mémoire d'ici le 1er juin. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, il y a M. Yves Godmer qui a une question. Oui, bonjour. Je suis content. C'est une bonne présentation. Et puis, j'aurais peut-être un préambule. J'ai tellement de questions, mais je vais les choisir. Donc, j'ai lu le document de la CMM qui recommande une densification autour des gares de toutes les municipalités, pas juste à Laval, mais tout au nord de Montréal jusqu'à Mirabel. C'est toute la CMM. Mais dans le document de la CMM, il n'y a aucun endroit où il mentionne c'est quoi la hauteur des bâtiments de haute densité. Il dit juste il demande aux villes de densifier. Donc, si je comprends bien, c'est la ville qui décide de la hauteur des bâtiments à mettre dans les bâtiments dans haute densité. Et présentement, la ville de Laval nous dit de 8 étages. Alors, quel serait le manque à gagner à la ville en termes de taxes si on fait juste des bâtiments de 6 étages? Donc, ça améliorerait pour moi un sentiment de nature, là, de voir des bâtiments juste de 6 étages comparativement à 8. L'intégration serait beaucoup mieux. Il y aurait sûrement moins de personnes avec des voitures, des voyagements. Ça pourrait peut-être régler certaines questions. Et puis, quand il y a une étude qui a été faite à Rosemère qui dit que l'augmentation de la densification, puis avec plus de taxes que les gens vont payer, c'est pas nécessairement un profit finalement pour la ville. Je parle d'un profit, mais un gagne-pain pour la ville. Fait que ma première question, c'était ça. Par rapport au boulevard de la Renaissance, il y a 15 ans, quand le pont de Sainte-Rose au-dessus de la 15 a été refait, le plan de la ville, c'était de faire Renaissance pour éviter tout le trafic de Sainte-Rose pour l'amener justement où il va déboucher. Là. Donc, ça c'est prévu depuis longtemps. Je l'attends depuis tellement longtemps, cet axe-là, pour désengorger le boulevard Sainte-Rose. Puis mon autre question, c'est au niveau de l'intégration. On parle beaucoup de circulation au milieu du territoire du PPU, au niveau des transports actifs. Mais comment ce transport-là va se faire dans les rues avoisinantes du quartier déjà développé de Sainte-Rose? Et moi, je vois beaucoup de problèmes parce qu'il y a plusieurs personnes qui en ont dit.
la circulation est intense à certains moments de la journée, puis ça débouche pas, là. C'est un gros bouchon, là. C'est pas le fun. Alors, puis, donc, quand est-ce qu'on va avoir les études de circulation de la ville? Quand est-ce qu'on va avoir les études de circulation de la part de EXO pour évaluer les gens qui vont utiliser le transport en commun? Parfait, merci. Voilà. Merci, M. Godmer. Donc, on va répondre. Geneviève va pouvoir répondre à votre première question concernant les hauteurs dans le secteur. Oui, bon, en fait, effectivement, la CMM ne prescrit pas là, des hauteurs pour les secteurs, les aires-TOD, en fait. Par contre, elle prescrit des seuils de densité minimale et c'est sûr qu'il y a quand même une certaine corrélation là, entre la hauteur et la densité. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des grandes tours, mais ça veut dire quand même qu'il faut qu'on ait un minimum de plus haute hauteur dans le secteur qui est près de la gare. Nous, ce qu'on propose en fait avec le PPU, c'est de concentrer les plus hautes hauteurs dans le pôle de la gare. Donc, on vient vraiment limiter à ce secteur-là. Il y en a aussi dans l'environnement immédiat. Ce qui permet, après ça, pour les autres secteurs qui sont plus près des milieux construits, bien, de venir diminuer les hauteurs et pour s'intégrer, là, c'est ça, par rapport au milieu bâti. Alors, c'est ça pour la CMM. Et puis, je vous dirais aussi que ce n'est pas une question de taxes municipales. Là, c'est vraiment, on a des exigences de densité à rencontrer et c'est par ce moyen-là là, qu'on va y arriver. Merci Geneviève. Concernant votre deuxième question sur le boulevard de la Renaissance, je ne suis pas certaine d'avoir saisi. Vous vous interrogez sur le délai de réalisation? En fait, oui, puis c'était planifié depuis longtemps, ça. Même j'en ai parlé déjà avec le maire, notre fabuleux maire qui a fait l'histoire. Et puis, c'était dans leur plan. Puis, c'est ça, il va finalement, le boulevard de Renaissance, à partir de la 15, il devrait rejoindre boulevard Sainte-Rose, proche de la gare. C'est bien ça, hein, le tracé? Geneviève. En fait, il y a le boulevard de la Renaissance qui se trouve à être à l'est du territoire du PPU. Puis on propose aussi un autre axe qui est comme dans le prolongement du boulevard du rang de l'Équerre, puis qui irait rejoindre, qui monte là, à partir du chemin de l'Équerre, puis qui monte jusqu'au boulevard Sainte-Rose-Est, en passant là, par le secteur de la gare. Je ne sais pas si c'est de ce boulevard-là dont vous parlez. Oui, mais en fait, OK, donc le trajet a changé pour rejoindre vraiment le boulevard de la Renaissance qui part de la 15, où le pont de la sortie de la 15 s'en va sur le boulevard de Renaissance, qui passe d'un autre quartier résidentiel, des écoles, puis il devait aller rejoindre le boulevard Sainte-Rose près de la gare. Je vois que ce tracé-là n'existe plus et il est changé par l'axe nord-sud pour aller rejoindre l'Équerre, en fait. C'est ça? Oui, bien, ça, c'est Nicolas là, va pouvoir vous répondre, compléter là, l'information. Oui, je vais vous compléter. Donc, on ne le voit pas sur le plan parce que ça se trouve être à l'extérieur du secteur du PPU, mais il est toujours souhaité et on y travaille à connecter le boulevard Renaissance existant depuis le boulevard Rossignol jusqu'au chemin de l'Équerre et le raccorder au prolongement qu'on voyait en rouge. Là, je ne sais pas si on peut remettre la carte à l'écran. Oui. Donc, la ligne pointillée rouge là, que vous voyez là, au bas du secteur du PPU, donc cette ligne-là se prolonge et va raccorder le boulevard Renaissance là, qui est est-ouest, qui va connecter avec le boulevard Curie-Labelle et l'autoroute 15. C'est toujours prévu et c'est primordial, je dirais. OK, d'accord.
Merci, Nicolas. Merci, M. Godmer. Mes autres questions, c'était quand on va avoir les études de circulation, puis quand on va avoir l'étude de EXO sur le nombre de stationnements nécessaires à cause de la croissance dans toutes les autres communautés au nord de Laval. Puis parce que c'était une question importante de stationnement, c'est certain que donc, il y a plein de résidents qui ont des voitures, qui vont les utiliser pour le stationnement incitatif. Mais l'hiver, c'est pas le fun de se promener s'il n'y en a pas. Là. Ça va avoir un impact beaucoup sur les résidents des autres quartiers. Alentour du fameux, la zone Todd, on va être un peu laissé pour compte, je crois. Parfait. Monsieur Godmer. Vas-y, oui, Nicolas, je peux répondre juste pour les études de circulation. Donc, d'ici un an et demi, on devrait avoir les résultats de l'étude, justement, qui va nous permettre d'avoir un bon portrait de la circulation puis de faire des prévisions efficaces là, sur le nombre de nouveaux développements et de voir qu'est-ce que ça prend également quand on parle de venir modifier le réseau routier, c'est également de venir changer un peu le réseau de transport en commun. Comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, il y a des secteurs dans ce quartier-là qui sont non desservis par du transport collectif. Donc, il faut voir qu'il n'y a pas juste la gare qui est un moteur pour le déplacement. Donc, on a parlé d'ajouter un axe transport collectif structurant dans le nouvel axe nord-sud qui se raccorderait à l'axe sur le boulevard Corbusier avec le BHNS qu'on connaît. Donc, d'ajouter justement des nouveaux circuits qui permettraient de venir bien desservir les secteurs, de les amener à la gare pour que les gens puissent, les gens qui sont un peu plus loin, qui ne peuvent pas s'y rendre. Et puis, en effet, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de se déplacer à pied en hiver en fonction de différentes contraintes. Donc, l'objectif, c'est d'être capable d'amener ces gens-là en transport actif et collectif. Donc, c'est ça le principal objectif du secteur. Et non, ce n'est pas de détériorer les conditions là, des gens qui sont déjà dans le quartier. Merci, Nicolas. Merci, M. Godmer. Si vous le voulez bien, il y a encore une quinzaine de personnes qui ont la main levée. Puis, oui. Merci beaucoup. Là. Au revoir. Merci. Donc, on va passer tout de suite à M. Brahim Diane. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je vous remercie d'abord pour votre présentation. C'était très intéressant. Ma question, c'est la même que celle de Mme Marianne au début concernant la construction dans la zone terrestre d'horiculture et jardinage. Alors, vous savez, il y a plusieurs habitants qui habitent sur l'allée Ollier-Payette. Alors, leur cour de maison, elle donne sur cette zone-là où il y aura des constructions, d'après ce que je comprends, des bâtiments de à 4 étages. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que d'abord, le quartier, ça va perdre un petit peu son uniformité et sa continuité, et que ces gens-là, ils vont perdre un petit peu leur intimité au niveau dans leur jardin, etc. Surtout quand vous avez parlé tout à l'heure du contrôle des hauteurs, au niveau, il y a des nivellations, mais plus on monte vers Sainte-Rose, sur Sainte-Rose, et les gens qui habitent sur Sainte-Rose, par exemple, il n'y a presque pas de dénivellation. Alors, si on voit un bâtiment qui est juste derrière, on voit la cour et tout, donc est-ce que vous ne trouvez pas, c'est ça ma question. Je vous remercie. Merci, Monsieur Diane. Geneviève, voudrais-tu tenter une je réponse? vais un petit peu répondre la même chose que ce que j'ai répondu tantôt. Pour ce terrain-là, en fait, ce qu'on prévoit, c'est du 2 à 4 étages. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, on aura des bâtiments qui seront à 2 étages et d'autres, oui, peut-être, qui iront jusqu'à 4 étages, mais on va le faire toujours là, dans un contexte, dans un esprit d'intégrer le bâtiment au milieu environnant. C'est à ça que ça sert, justement, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est vraiment de veiller à l'insertion du milieu. Donc, voilà. Merci, Geneviève. Merci, M. Diane. Monsieur Vincent Bouvrat. Oui, bonjour. J'ai des grandes inquiétudes pour la rue Saint-Saëns. Le prolongement jusqu'à la gare, je le vois comme
menace assez sérieuse pour la qualité de vie qu'on a en ce moment sur la rue. C'est actuellement un cul-de-sac, c'est très, très, très tranquille. Vous allez le sacrifier pour en faire une artère. Je comprends pas la stratégie par rapport à vos quartiers comme tel. Pourquoi ne pas avoir dirigé le trafic plus sur Sainte-Rose, aménagé comme un large, déjà beaucoup plus apte à ça? Pourquoi sacrifier? Monsieur Bouvra, on vous entend pas très bien. Je ne sais pas si votre connexion... Ça coupe? Oui. Là, on vous entend. Vous pouvez poursuivre. D'accord. Ma question est pourquoi avez-vous sacrifié le quartier Saint-Saëns plutôt que de rediriger le trafic plus sur une rue comme Sainte-Rose qui est plus apte à ça, alors que le quartier Saint-Saëns, c'est un quartier actuellement qui est extrêmement tranquille et qui va se transformer en artère? Bien, je peux commencer à répondre. Par contre, je vais demander à Nicolas de compléter. En fait, c'est sûr que ça prend un axe dans le secteur, un axe est-ouest pour permettre le développement du secteur. Donc, et aussi pour permettre de faire une connexion éventuellement jusqu'au boulevard Sainte-Rose-Est. Alors, je ne sais pas, Nicolas, si tu peux compléter ma réponse. Donc, oui, en effet, bien, la rue Saint-Saëns, la portion existante, aura besoin d'un réaménagement justement pour en faire, empêcher que ça devienne une piste de course puis une autoroute. Par contre, donc, comme mentionné, là, ça a toujours été un axe où il y avait un prolongement qui était prévu justement pour être capable, là, ça a été mentionné également tout à l'heure, là, que le chemin, pardon, le boulevard Sainte-Rose est déjà très, très achalandé. Alors, c'est certain que le gabarit fera qu'on n'amènera pas de voies supplémentaires pour la circulation sur le boulevard Saint-Saëns. Mais le gros avantage qu'on a, c'est justement d'être capable de venir desservir avec des lignes d'autobus ce boulevard-là, puis ce bassin de population-là, pour par la suite être capable de les ramener vers la gare où les gens vont pouvoir se déplacer, transiter dans d'autres domaines, dans d'autres modes de transport, que ce soit le train ou le BHNS. Puis, je voudrais juste ajouter aussi que le gabarit de rue qui est proposé, c'est avec un trottoir, avec une voie cyclable et aussi une seule voie de circulation là, vers le nord, vers l'est et vers l'ouest. Donc, c'est pas ça ne sera pas une autoroute là, qu'on vient construire là. C'est vraiment une rue structurante, mais une rue d'allure plus locale. Est-ce qu'il y a moyen de ou des moyens de ralentir la situation? Oui, ça sera étudié. Justement, là, la sécurité est primordiale là, dans tous nos secteurs, spécialement là, quand on vient modifier des secteurs déjà existants. Donc oui, ça sera étudié. Et puis le gabarit de rue sera fait et puis tous les aménagements, des mesures d'apaisement de circulation pourront être implantés si la situation le nécessite. Là. Merci, Nicolas. Merci, M. Bouvra. À partir de maintenant, il est presque 9h moins 10, donc on ne prendra plus de nouvelles mains levées. Donc, on va prendre les questions des gens qui ont déjà levé la main, mais on va tout de suite poursuivre avec Jean-Claude Filion. Monsieur Filion? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Parfait. Ma question est par rapport aux mémoires. Donc, la prochaine étape est les mémoires, date limite 1er juin. Vous avez parlé d'analyse. Je veux savoir qui analyse les dossiers et est-ce que, en tant que citoyen, on peut assister à cette analyse-là? Merci. Geneviève, veux-tu répondre?
Bien, en fait, c'est nous, les urbanistes, le service de l'urbanisme, qui allons analyser les mémoires, évidemment avec la collaboration des autres services concernés, comme le service de l'ingénierie, le service de l'environnement, le service aussi de la division des parcs. Ben non, ça se fait pas. Je veux dire, c'est notre travail au bureau. Donc, par contre, ce que vous aurez éventuellement, c'est un compte-rendu qui, lui, sera rendu public avec un résumé là, de ce qui aurait été, des commentaires et aussi les recommandations qui auront été faites et retenues ou non. Donc, ça sera à venir. Je pense que tu vas en parler tantôt là, du compte-rendu ou... Oui, je vais revenir tout à l'heure avec les modalités de participation. Donc, merci. Il y a ensuite Mme Joannette Dany. Oui, bonjour. Monsieur Dany. Oui, oui, j'aurais deux questions. D'abord, merci pour le plan, c'est très apprécié. Première question, c'est, vous arrêtez l'axe nord-sud au nord de Sainte-Rose à Saint-Saëns. Par contre, ça a été très apparent lors de la construction de la rue Saillant et Sicard, qui est juste à côté, qu'un axe nord-sud qui se rend jusqu'à des terrasses est très, très en demande. C'était devenu un boulevard tellement il y avait beaucoup de monde qui voulait l'emprunter. Donc, ils ont mis un cul-de-sac à la place. Donc, il y a deux trucs. Un, vous l'arrêtez l'axe nord-sud à Saint-Saëns. Et deux, vous semblez débloquer Sicard et Saillant pour que ça devienne un genre d'axe nord-sud, mais la rue ne sera jamais capable d'accommoder ce trafic-là. Donc ça, c'était ma première question. Merci. Nicolas, serais-tu en mesure de répondre? Oui. Merci. Je vais redemander si on peut remettre le plan. Ça peut aider à comprendre aux gens. C'est lequel déjà? Le plan où on voyait les lignes, la nouvelle trame de rue, là. Donc, je peux répondre à la première question pour ce qui est, celle-là ici. La portion qu'on voit en rouge au nord entre Sainte-Rose et le prolongement du boulevard Saint-Saëns, ça se trouve que ce n'est pas notre axe nord-sud avec le BHNS qu'on va avoir, là, qui est le long du côté ouest, pardon, de la voie ferrée. Cet axe-là va permettre de venir desservir le secteur. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà des projets qui sont à l'étude. Et puis, il y a la présence de milieux humides là, dans ce secteur-là, au coin où on a le T qu'on voit présentement en rouge. Oui. Donc, ce qui empêche la construction là, d'un axe rectiligne. Et puis, par contre, on veut que ça soit pour aller rejoindre des terrasses, aller rejoindre Sainte-Rose. On ne veut pas que les gens empruntent les rues Saillant et Sicard. L'objectif, comme on va avoir un axe qui va traverser, c'est sûr que les rues vont être ouvertes. On ne pourra plus avoir deux cul-de-sac parce qu'on va arriver à une intersection. Par contre, l'objectif, c'est que ces rues-là restent des rues résidentielles on regardera les mesures qui devront être faites. Est-ce que ça sera sens unique, interdiction de virage, comment on aménage l'intersection. Donc, on veut vraiment que les gens, depuis la rue Saint-Saëns, vont pouvoir accéder au boulevard Sainte-Rose par la nouvelle rue Nord-Sud qu'on voit en rouge là, présentement à l'écran, et non pas par la rue Saillant ou par la rue Sicard. OK, merci. Parce que c'est ça, quand il l'avait débloqué, il y a 10 ans, c'était devenu vraiment un boulevard. Là. Donc, on sait qu'il y a un fort besoin que ça connecte Nord-Sud qui n'est pas servi par le plan que vous offrez. Donc, j'avais une crainte là-dessus. Oui, bien, il y a une rue. Oui, excusez, il y a juste une autre rue là, qui relie des terrasses, mais qui n'est pas rectiligne avec l'axe qu'on voit là. Ouais. Elle est juste un petit peu décalée, elle est un petit peu plus pâle là, sur le plan. OK. Ma deuxième question, c'était à propos du pôle central de la gare. Comment on s'assure que les commerces vont offrir l'éventail des besoins citoyens pour éviter qu'on ait besoin de prendre la voiture pour aller à l'épicerie ou des choses comme ça? Si on veut vraiment centrer les besoins où c'est plus de la circulation active, ça serait bien comment vous vous assurez de couvrir l'ensemble des besoins commerciaux autres que de juste laisser des locaux ouverts? Est-ce qu'il y a un engagement à offrir les besoins qui sont requis par les gens qui habitent autour, finalement? Comment on assure l'offre? Merci, M. Joannette. Geneviève, as-tu un élément de réponse? En fait, on va encadrer
les commerces par les superficies et le nombre de cases de stationnement aussi. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est pas avoir des commerces de destination où on vient avec des grands espaces de stationnement. Ça va être vraiment du petit commerce local qu'on va venir promouvoir là, pour le secteur. On aura ça aussi là, dans le code de l'urbanisme. Je ne sais pas si Bruno est disponible pour compléter la réponse, mais disons que c'est plus par la question là, de la superficie des commerces là, qu'on va venir encadrer et le nombre de cases de stationnement aussi. Mais ma question n'était pas à propos du niveau du stationnement, mais plus précisément sur ce que j'ai besoin pour vivre. Toutefois que j'ai besoin de prendre la voiture parce que je n'ai pas les services qui sont nécessaires pour vivre quotidiennement. Exemple, une épicerie, une SAQ. Tu as plein de raisons. Évidemment, il y en a plein que tu auras besoin de sortir. Je ne demande pas d'avoir un IKEA, là. Mais des besoins qui sont plus quotidiens, que ce soit la nourriture, c'est surtout la nourriture, j'imagine, en général. Comment on s'assure que ce n'est pas juste un dépanneur, parce qu'un dépanneur, clairement, ne comblera pas le besoin de vivre quotidiennement en transport en commun, par exemple, mais va nécessiter encore de rentrer chez soi et de prendre la voiture. Donc, on commence à ça d'avoir l'éventail de services nécessaires qui fait en sorte que je peux y aller à pied ou quand je débarque du train, je prends mon nécessaire que j'ai besoin pour la journée et puis on change le rythme de vie je rentre à la maison, je prends la voiture, je m'en vais au centre d'achat. Et je pense que c'est ça un peu le durable, c'est d'encourager des changements de comportement. Oui. C'est ça, justement, de créer des milieux de vie complets, là, comme on dit. Oui, alors je pense que Bruno voulait... Bruno est disponible pour bonifier la réponse. Oui, bien écoutez, c'est sûr qu'on ne peut pas forcer des types de commerces précis, là, par exemple, une épicerie ou vraiment des types de marchés vraiment très précis. Par contre, ce qu'on prévoit faire là, dans le nouveau règlement, c'est quand même d'exiger du commercial ou des usages institutionnels. Là. Donc, par exemple, là, tout ce qui est gouvernemental. Donc, tous ces usages-là peuvent être forcés, si on veut, dans certains rez-de-chaussée pour vraiment là, favoriser l'intérêt pour les commerçants puis aussi l'obligation. Ça ne sera pas partout, évidemment, parce que c'est quand même contraignant, là, mais on compte vraiment le faire pour certaines portions parce que, justement, les arguments que vous dites, on les entend bien, puis on avait aussi ça en tête là, quand on avait fait le PPU. Donc, oui, on peut quand même faire un bon bout de chemin là, de ce côté-là. OK, merci. Merci, Bruno. Merci, M. Joannette. On aurait le temps pour une dernière question. Il s'agit de celle de M. Alfredo Borrello. Vous demanderez, s'il vous plaît, d'être concis, puisqu'on arrive tout près de 21h et on aimerait laisser aller les concitoyens à l'heure qu'on leur avait promis. Je vais être assez rapide. En retournant à l'ancien serre Corbeil, entre Jean-Charles et Oli Payette, j'ai acheté j'habite sur Cyril Paquet. Je suis un des premiers propriétaires dans cette région. Quand j'ai acheté la propriété en 2017, ça a été construit en la fin 2008. Platinum m'a dit, dans cette serre, une fois que c'est vendu, il dit c'est une question de temps. Ils vont construire les mêmes styles de maisons, ça veut dire des maisons unifamiliales ou des semi-détachées. Là, on dit qu'il va y avoir des propriétés à 2 étages et 4 étages. Est-ce que le zonage a été changé et quand est-ce que ça a été fait? Merci, M. Borrello. Geneviève, as-tu une réponse? Oui. En fait, le PPU est venu prescrire des hauteurs et des affectations, là, des usages pour l'ensemble des terrains du territoire qui est visé par le PPU, dont le terrain en question là, dont vous parlez. Et ces usages-là ont été reportés, en fait, dans le Code de l'urbanisme, dans le projet du Code de l'urbanisme. Donc, c'est le Code de l'urbanisme qui a été adopté le 22 avril dernier. OK. Puis les résidents, comme moi, ils n'ont pas été avertis qu'il y a eu un changement de zonage?
On n'est pas supposé être avisé? Oui, vous avez été averti. Il y a même une consultation publique en ce moment qui est en cours. Et vous pouvez encore là, faire vos commentaires, tout comme pour le programme particulier d'urbanisme. Le projet a été adopté le 22 avril. Et si vous allez sur le site de Repensons Laval, vous allez avoir toute l'information. Vous allez même pouvoir voir le plan, localiser votre résidence et voir le zonage là, qui est proposé, là, qui est dans le projet de règlement. OK. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Donc, c'est ce qui va mettre fin à la période de questions, étant donné qu'il est 21 heures. Je vous remercie beaucoup de votre attention et d'avoir participé. On est conscient que d'autres participants souhaitaient poser des questions ce soir. Donc, je vous inviterai à consulter la page Repensons Laval et à communiquer avec nous par le biais de l'onglet Dépôt mémoire si vous souhaitez nous faire parvenir vos commentaires. Donc, merci beaucoup de votre attention ce soir et à bientôt.